Suite de BFM Story, nous allons revenir sur ce qu'ont fait les policiers du côté du nord de la France, du côté de Dunkerque, où ils ont interpellé 3 jeunes, les âges 19 à 24 ans, ils les ont placés en garde à vue. Guillaume Fard, on va reprendre tous les éléments, bonsoir, qui sont à notre disposition, parce qu'ils préparaient une action suicide, et le chef de file, si je puis dire, a 19 ans, hein, c'est ça? Oui, projet donc d'attentat déjoué par la Direction générale de la sécurité intérieure et la sous-direction terroriste de la police judiciaire, avec ce principal suspect, vous le disiez Alain, âgé de 19 ans, qui voulait confectionner un gilet explosif, d'abord avec des pétards, puis ensuite qui s'était renseigné sur le mode de fabrication du TATP, c'est cet explosif artisanal qui rentre dans la confection des gilets explosifs, et qui avait deux complices potentiels, un en tout cas actif, qui voulait lui fournir une arme qui s'est révélée être une arme factice, et puis un autre qui n'a pas dénoncé ce projet d'attentat en mise en examen. Les policiers du renseignement et de la police judiciaire sont remontés jusqu'à eux. Délation. Il y a quelqu'un qui, dans l'entourage, a parlé, a porté ce projet à la connaissance des services. Parce qu'il faut dire que cet homme de 19 ans n'était pas inscrit au fichier pour le traitement des signalements et de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Ils avaient fait allégeance au mouvement djihadiste. Lui avait fait allégeance à l'État islamique. Après, en termes de profil, ce que l'on sait de lui, donc principal suspect, âgé de 19 ans, il est en situation de rupture familiale, il est hébergé en foyer, il consultait de façon compulsive, on peut le dire, pathologique presque, hein, des vidéos de l'État islamique, des vidéos de décapitation. Il était absolument... C'est visiblement un gros consommateur de vidéos sur l'État islamique. Oui, et il était fasciné par Asimov, qui est l'auteur de l'attentat du quartier de l'Opéra, c'est cette attaque au couteau au premier semestre 2018 à Paris, qui était d'origine russe, tchétchène. Et donc, il avait effectivement prêté allégeance à l'organisation État islamique. Guillaume, vous dites qu'il n'était pas fiché, mais il était quand même connu du renseignement territorial parce qu'il avait menacé Mila. Oui, absolument. C'est ça. C'est la petite subtilité, c'est que dans le renseignement français, vous avez la DGSI, donc la Direction générale de la sécurité intérieure, qui suit la menace dite de haut de spectre, les attentats sophistiqués, complexes, qui demandent des gros moyens, qui fait que si vous êtes détecté, vous allez être inscrit dans ce fameux FSPRT, donc ce fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Et puis après, il y a la menace de bas de spectre, et ça, c'est effectivement la Direction nationale du renseignement territorial qui le suit sur des signaux faibles. Et le fait de menacer Mila, dont on rappelle qu'elle est menacée parce qu'elle s'était permis de critiquer Allah, en clair, hein, et que ses propos avaient été jugés blasphématoires, et donc ça lui vaut de vivre sous protection policière et d'être l'objet de menaces de mort. Lui, s'était permis de la critiquer, et donc forcément, ce signal faible-là est pris en compte. Hein. Il est détecté par le renseignement territorial. Nous sommes avec Josserand Floch, qui est le président de l'association Solia Flandre, qui gère le foyer où vivait le suspect de 19 ans. Bonsoir Josserand Floch. Vous-même, vous dites, vous l'aviez repéré, ce jeune homme, et vous l'aviez signalé. Oui, bonsoir, absolument. Le jeune homme était effectivement parfaitement connu de notre association. Il y était hébergé depuis maintenant 3 ans, il était seul maintenant depuis 1 an, et nos éducateurs spécialisés à Solia Flandre ont rapidement, au mois d'octobre 2024, repéré une modification dans ses postures, dans son comportement, dans sa manière de s'habiller, dans son isolement, ce qui nous a amené à signaler au parquet de Dunkerque, faire un signalement pour un départ de radicalisation. Comment a-t-il atterri dans votre foyer? Quel était son parcours? C'est un parcours de jeune désœuvré qui était effectivement dans une famille compliquée, un parcours complexe avec sa mère. Ils arrivent chez nous, il a 16 ans. Sa maman elle-même, sur une situation très particulière et très compliquée, fait qu'elle finalement, elle le quitte il y a maintenant 1 année, et il reste chez nous avec des tentatives souvent menées à l'échec d'insertion, ce qui aussi nous a forcément, vous pouvez l'imaginer, éveillé les inquiétudes de nos éducateurs spécialisés qui l'accompagnaient tout au long de son hébergement. Mais quand on le signale, quand vous l'avez signalé, que s'est-il passé ensuite? Après, nous le signalons à la justice. Nous, après, nous arrêtons là. Le travail, forcément, s'arrête pour nous. Et déjà, ce travail, il était important de le faire. Nous avons eu vraiment aucun état d'âme à le signaler. Vous pouvez imaginer ce que ça
représente en termes de responsabilité, il fallait le faire, il fallait le signaler, effectivement. Après, la justice, je pense que nécessairement l'avait certainement son collimateur, d'une certaine manière, quoi, si vous voulez. Hein. Ce qui veut dire que ça a permis peut-être de recentrer au fur et à mesure le focus sur lui. Les choses se sont accélérées ces 2 dernières semaines. Nous avons collaboré de concert, effectivement, pour... puis quel soulagement, franchement, quel soulagement. Imaginez le drame qui a pu être finalement évité. Ça, c'est vraiment une vraie satisfaction aujourd'hui, ce soir. Maître Samir Maktouf, restez avec nous, hein, Josserand Floch. Maître Samir Maktouf, vous êtes avec nous, avocat spécialiste au barreau de Paris. Vous avez accompagné les victimes d'attentats terroristes. La première action qui vient, c'est on l'a échappé belle, quoi, finalement. Oui, tout à fait, on l'a échappé belle. Heureusement que ça a été détecté. Heureusement qu'une personne a, dans un acte citoyen, a dénoncé cette personne auprès de la police. Et justement, moi, ça me fait penser à toute la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas uniquement le travail qu'il faut saluer de nos services et ordres de police, mais c'est aussi le travail de chaque citoyen. Salah Abdeslam, l'ennemi public numéro 1, lorsqu'il a été appréhendé, c'est tout simplement parce qu'une personne a décidé de le dénoncer et d'expliquer où il se trouvait. Et c'est ainsi qu'on a pu éviter 2 attentats. 2 attentats qui auraient pu coûter la vie à plusieurs personnes. On est d'accord, mais là, on est face à un individu qui allait sur les réseaux sociaux tels que Telegram ou Snapchat, qui sont des réseaux privés, des conversations privées, où visiblement, c'est là où il se radicalisait, il consommait des vidéos sur l'État islamique. Est-ce que tous ces sites sont suffisamment surveillés? Alors, c'est compliqué, Telegram, parce que c'est fermé. C'est tout l'enjeu de la loi, enfin de la proposition de loi de lutte contre les narcotrafics. C'est l'article 8 ter de la loi, très précisément, qui devrait offrir la possibilité qu'on puisse écouter les conversations via des applications numériques chiffrées, notamment Telegram, mais pas que. Aujourd'hui, ce que l'on peut faire, c'est regarder le contenu d'un téléphone. Si on saisit votre téléphone, on peut lire son contenu et donc les messages, s'ils n'ont pas été effacés. Mais quand les messages sont en flux ou un appel audio, on ne peut pas. Au nom de la liberté de conversation, c'est ce que disent les opérateurs. Protection de la vie privée. C'est ce que disent les opérateurs. Et certains responsables politiques aussi qui sont contre. Bien sûr, mais après... À gauche comme au Rassemblement national. Moi, ma position là-dessus, elle est limpide. Il faut choisir son camp. À un moment donné, qui accepterait qu'on dise un instant que ce plateau, là, ici, est un sanctuaire, que personne n'a le droit de rentrer ni de voir ce qui s'y passe, que personne ne peut savoir ce qu'on s'y dit, sachant que ce qu'on va s'y dire, c'est préparer et fomenter des attentats islamistes au nom de l'État islamique. C'est pas raisonnable. Si on faisait ça, le raid serait à la porte dans 2 secondes et ouvrirait la porte et on nous demanderait des comptes. Pourquoi est-ce que dans le monde virtuel, on accepterait des choses qu'on n'accepte pas dans le monde réel? Pourquoi est-ce que dans le monde virtuel, on accepterait qu'il y ait des espaces sanctuaires pour des terroristes islamistes? Ça n'est pas possible. Donc on a demandé, et le législateur est en train de demander à Telegram, de permettre techniquement qu'on puisse écouter. Mais comme tout opérateur de communication téléphonique, c'est pas parce qu'on est un opérateur de communication numérique qu'on doit échapper à la règle commune. Bonsoir Abel Boyer, vous êtes président d'une plateforme citoyenne française Tous Uniques, Tous Unis. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le parcours de ce jeune homme. Parcours difficile, avec un père absent, une mère également qui est visiblement défaillante, et donc lui qui se retrouve dans un foyer. Tout à fait, on voit ce parcours assez atypique, mais que l'on retrouve beaucoup sur le terrain, c'est-à-dire une cellule familiale éclatée, avec un jeune qui a sûrement connu la multiplicité des décrochages, c'est-à-dire social, scolaire, professionnel, culturel, voire psychologique et psychiatrique. Enfin, tous ne basculent pas dans l'allégeance à Daesh. Bien entendu, mais vous savez... Ce sont des proies faciles ? Bien entendu, mais c'est-à-dire que lorsque vous avez des jeunes qui sont en perte de repères, qui sont en perte de valeur et qui sont en perte de confiance et d'estime d'eux-mêmes, ça devient des proies potentielles. Après, bien entendu, des tout le proies monde... pour qui? C'est-à-dire, il y a des prêcheurs, il y a des recruteurs. Mais pas que, c'est-à-dire que vous avez plusieurs voies, je dirais, de radicalisation. Vous pouvez tomber dans le trafic de stupes, vous pouvez tomber dans la violence, vous pouvez tomber aussi dans la radicalisation religieuse. Mais la problématique première, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de prévention sur l'utilisation des réseaux sociaux, parce qu'on a vu cette explosion au début des années 2010 que l'on a loupé aujourd'hui. Moi, je le vois, et pour discuter avec beaucoup de partenaires de terrain, on voit que les jeunes ont beaucoup d'avance sur nous, que ce soit les réseaux sociaux classiques, mais les messageries, bien entendu, cryptées, Telegram, Signal, où il y a des boucles, où vous voyez des choses qui vous glacent le sang. Et là, le président de l'association qui accueillait ce jeune homme dans son foyer
il a fait le job en quelque sorte, puisqu'il a exactement. signalé. Exactement. Il y a eu ce signalement à la justice. Bien entendu, il y a eu ce signalement et heureusement aussi que parmi les proches de ce jeune, il y a eu, une dénonciation parce qu'on ne sait pas où on allait. Mais par exemple, sur Snapchat ou sur Telegram, vous avez des tutos comment fabriquer des bombes artisanales. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que des jeunes qui sont tentés par la radicalisation religieuse ou qu'il n'y aurait que des jeunes issus de quartiers populaires qui regardent ça. C'est accessible. La jeunesse, elle est curieuse. Donc la curiosité malsaine, elle est nourrie matin, midi et soir parce que les réseaux ne sont pas assez surveillés et encadrés malheureusement. Mais Josserand Floch, puisque vous êtes toujours avec nous, je rappelle que vous vous occupez de ce foyer où vivait le suspect. Vous l'avez dit vous-même, vous l'avez signalé, son look évoluait, son allure, il s'était laissé pousser la barbe, il mettait une tunique, il commençait à faire du prosélytisme. Mais ça veut dire que pour bon nombre de jeunes en rupture, aujourd'hui, la religion, la radicalité religieuse, je ne parle pas du terrorisme, la radicalité religieuse devient un moyen de se retrouver, de se réfugier. En tout cas, ce que nous avions bien signalé, c'est qu'il était en forme d'isolement, avec très peu de contacts extérieurs. Ce qui veut dire qu'effectivement, peut-être que sa fenêtre vers l'extérieur était les réseaux sociaux. C'est aussi ce qui inquiétait nos éditeurs spécialisés, qui ont fait un excellent travail, je le rappelle, un excellent travail de nos éditeurs spécialisés, qui ont travaillé en parfaite collaboration avec les services de police. Je salue les forces de l'ordre. Imaginez, on n'aurait pas eu cette détection, on n'aurait pas eu le courage de signaler les choses. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? C'est ça la vraie chose. Là, ce soir, on est heureux de pouvoir dire finalement qu'il ne s'est rien passé. Imaginez si le pire était arrivé. Donc oui, je pense que c'est vraiment... La dame, tout à l'heure sur le plateau, l'avait évoqué, c'est tout citoyen, c'est tout chacun, c'est tout responsable public qui se doit d'être très vigilant à ce qui se passe autour de nous, vraiment. Heureusement, tout s'est bien passé aujourd'hui. Voilà, le travail continue. Nous avons beaucoup de jeunes, nous occupons de beaucoup de jeunes. C'était un cas que nous avons signalé. Si on doit recommencer demain, nous re-signalerons des cas sans aucun problème. Et on le fera vraiment parce que, regardez, on se doit de le faire pour nos résidents, mais on se doit de le faire aussi pour la population. La mise en danger de la population était réelle dans ce cas. Donc il fallait agir. Il fallait agir avec efficacité, avec tact et surtout, et j'insiste, dans le plus grand respect des forces de l'ordre, en secret, en discrétion, pour permettre que tout se passe bien. Vraiment, je tire vraiment mon chapeau aux forces de l'ordre. Merci d'avoir été avec nous, messieurs, dames.